Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Kama, karaté et arts martiaux appliqués. Bonjour Fabien. Salut Fabrice, bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. Par quoi commence-t-on cette nouvelle saison? Un vaste sujet, le travail de sparring, le travail de kumite en karaté. C'est pour ça qu'on s'est volontairement habillé dans deux tenues différentes, mais il y a des points de convergence vraiment très fortes entre le travail du combat en karaté, le travail de sparring en autre forme de combat. Pour la simplicité de cette vidéo, on va uniquement parler de sparring. Non, ça va être la même idée. Qu'est-ce que le sparring? Le sparring, c'est un combat, une forme de combat codifiée avec des règles à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui fait une des spécificités du sparring, c'est qu'on aura tous les deux les mêmes rôles. On va poursuivre tous les deux le même but. Et ce but doit être bien défini et bien fixé par un cadre de règles que votre entraîneur doit vous donner ou que vous spécifiez avant, comme si vous êtes en entraînement libre, en disant ben voilà, on va faire sparring. Donc dans les règles, il faut que l'un et l'autre, nous jouions avec les mêmes règles. Et la première règle à définir, au-delà du temps du sparring, de la zone de travail de sparring, c'est l'intensité de la touche. Et pour ça, je vais laisser la parole à Fabien. Voilà, donc on a une distribution des rôles qui est la même, puisqu'on va avoir le même rôle tous les deux, qui va être cet échange. La notion de contact va être fondamentale. C'est-à-dire que l'intensité que l'on va choisir doit être déjà d'un commun accord, et à partir de là, correspond à une recherche de progression. Si on prend un cours enfant, on va avant tout veiller à la sécurité. Donc un contact trop fort risquerait d'engendrer des blessures. L'enfant ne va pas forcément connaître sa force, connaître la portée de ses coups, et n'a pas notion encore de l'intensité qu'il peut mettre ou qu'il met. Donc du coup, pour ça, il va falloir lui donner des repères. Le premier repère qu'on va lui donner, même à un adulte, c'est qu'il va falloir trouver une nuance entre une touche et une frappe. On va faire un exercice tout simple, c'est que Fabrice va mettre sa main devant moi, et arrêter mon coup avant la main, c'est pas du contrôle. Arrêter mon coup avant la main, c'est j'ai tendu le bras, mais il n'y a aucun feedback, aucun retour de sensation pour moi, ni pour Fabrice. Donc du coup, moi, ce que je veux, c'est venir au contact de sa main. Et petit à petit, je vais aller accélérer pour toucher sa main et entendre un léger bruit, avec ce retrait du bras ou pas, mais il y a un léger bruit. Et comme vous observez, sa main ne recule pas. Par contre, à partir du moment où je vais passer dans la notion de frappe, là, il va y avoir un recul du bras parce que je vais mettre une plus grosse intensité. Donc, en termes de repère, pour l'élève, ça va être que si j'arrive à toucher et que ça fait un bruit et que la main ne recule pas, je sais qu'après, je peux appliquer cette même technique sur mon partenaire sans risquer de le blesser. Alors, on ajoutera tout ce qui est type de gants, etc. pour les blessures, bien sûr, mais déjà cette sensation de retour, de touche ou de frappe, avec la main qui recule un petit peu plus. Voilà déjà pour un premier repère. Ce premier repère, il va falloir le mettre en œuvre dans un travail par deux. Donc, si je décide de sparer ou de faire sparer mes gars et qu'on dit on est à la touche, donc là je vais prendre le menton de Fabien, là j'ai frôlé, il sent là, je touche, je viens lui caresser la barbe. Voilà. Je suis dans une forme de jeu où tout le monde joue avec ces repères-là. Si je travaille les jambes, bam, là, je viens chercher, ça touche à peine, bam, je viens frôler. Et je suis dans une forme de contact uniquement, pas de frappe. Et qu'au milieu de tout le monde, quelqu'un a décidé d'être dans de la touche, donc moi je suis dans de la frappe, je suis dans de la touche, pam, pam, et mon partenaire, lui, il est seul dans son univers et il rentre dans de la frappe. Va commencer à avoir un petit phénomène de dissonance entre mes attentes, ses attentes et les objectifs de chacun. Respecter tous les mêmes règles. Un des dangers du sparring, c'est l'ego. C'est je veux montrer que je suis le plus fort. Il ne s'agit pas de ça du tout. Un sparring, c'est je suis en recherche de progression et mon partenaire est un outil pour m'aider à progresser. Et inversement, il est en recherche de progression et je suis son outil pour
progresser. Donc si on joue à la touche, eh bien, on est en déplacement, lui il va être en forme combat, moi je vais plus être en forme frappe, on a le droit de défendre, et là, lui comme moi, on est en train de se frôler, on ne va pas se faire mal. Okay, vous avez vu que entre la touche et la frappe, autant au corps, on a une marge, à la tête ça ne pardonne pas. Donc on abordera, comme le disait Fabien, les différents types de protection qui sont vraiment très très importants en sparring. Et pour finir sur ce petit chapitre sur la concordance des règles, dites-vous qu'à chaque fois, c'est je suis au service, il est à mon service, et on progresse ensemble. Et on se réajuste toujours au niveau des règles. Des fois, on se laisse emporter par le combat. Le combat, il est exaltant, le combat, il est intéressant, et puis on se lâche. Et donc, en guise de conclusion et d'introduction à la partie suivante, nous allons aborder maintenant tout ce qui est protection et cible au niveau du travail avec sparring, pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée de comment je frappe, sur quoi je frappe, avec quoi je frappe. Et je vais laisser la parole à Fabien. Bien, donc on avait vu un exercice de notion de touche et de frappe sur la main ouverte du partenaire. Cette fois-ci, la main ouverte va être remplacée par une cible, ce qui va me permettre de toucher ou frapper un petit peu plus fort sans risquer de blesser la main de mon partenaire. Donc sur le même principe, il va présenter la cible. Pour l'instant, lui, il n'est pas concerné au niveau du visage, il met complètement à côté, de telle sorte que si la cible recule, il ne la prend pas. Par contre, quand je vais lui demander de la mettre devant lui pour que je puisse travailler dans mon axe, c'est-à-dire que là, quand je vais attaquer mon partenaire, je l'attaque lui, je n'attaque pas à côté, il a mis ses mains en protection de telle sorte qu'il n'y ait pas de recul. Ainsi, je peux travailler sur ma cible sans risquer qu'il se blesse derrière ou bon, qu'il se prenne la cible dans la figure. Maintenant, si je veux travailler sur les jambes, il y a une notion qu'on avait déjà vue sur le travail de cible il y a longtemps, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la main du partenaire dans la cible. Et c'est pour ça qu'on parle bien de cible et pas de PAO ou de sac de frappe. Une cible, comme son nom l'indique, elle doit m'apprendre à viser correctement et avoir une technique précise en fonction de la hauteur et de l'inclinaison et du placement du partenaire. Donc à partir de là, mon but n'est pas de lui prouver que je frappe fort ou que je peux envoyer des coups de pied très puissants. L'objectif pour moi, c'est de travailler mes techniques. C'est-à-dire qu'à partir de là, je suis en train de travailler grâce à un placement qu'on a déjà développé dans une autre vidéo, mais bien comprendre là la notion de touche. Là, je suis sur une notion entre la touche et la frappe. La touche serait plus légère, c'est vraiment de la précision, et je vais essayer de m'engager un petit peu plus sur une frappe, mais qui ne va pas endommager la main de mon partenaire. Okay, donc ça sera dans un second temps. Une chose importante, quand on travaille aux cibles, ça va être de moi me mettre dans une situation on va dire cardiovasculaire un petit peu élevée, ce qu'on pourrait appeler de la post-fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, mon partenaire m'aura fait bouger de telle sorte que j'ai le palpitant qui est monté un petit peu plus haut, et je dois garder la même précision, la même vitesse de réaction, le même temps de réaction que quand je suis quasiment à l'arrêt. Et là, oui, le travail de touche et de frappe va prendre son sens dans le sparring. C'est-à-dire que là, mon sparring partner me fait progresser. Ensuite, on aura le même type de travail, mais sensible, dans le sparring libre que vous connaissez. Voilà. Donc là, on est sur un travail où on est plus proche de la touche que de la frappe, et on utilise maintenant un outil supplémentaire et différent, qui sont les pattes d'ours. D'accord ? Et après, pour un certain confort de travail, je vais moi-même utiliser soit des sous-gants, soit des mitaines, pour pouvoir bosser sur la frappe. Donc là, mon partenaire dans ce travail sur pattes d'ours, mon partenaire est actif. C'est-à-dire qu'il va recréer un corps qui est le sien devant lui. C'est-à-dire que tu ne bouges pas pour l'instant, Fabien, tu descends les bras, sa tête est située ici, avec les pattes d'ours, il va la resituer devant lui. Et là, l'idée, c'est de toucher. C'est-à-dire que si je mets la frappe, là, vous voyez, il y a du recul. Ce recul, pour la préservation de ces articulations, on va l'annuler en venant à ma rencontre. C'est-à-dire que là,
lui ne subit plus, il n'a plus de retour au niveau épaule, et moi j'ai de la sensation de frappe. Et je vais enchaîner avec le deuxième, où là, de la même façon, il vient me chercher. Donc 1, et il vient recréer sa tête devant. Ce qui fait qu'il y a un corps virtuel qui se fait devant. Cet adversaire virtuel devant lui, et c'est lui qui le crée. Ce n'est pas moi qui suis en train de maîtriser l'environnement. Je commence à avoir de l'inconnu dans le travail. Voilà, il réclame. Là, ça me donne le signal. Il réclame, j'attaque. Et je frappe, voilà. Et il vient à ma rencontre. Voilà. Et vous voyez, il vient à ma rencontre et normalement, c'est sans douleur. Pour les jambes, c'est la même chose. Là, ma jambe devrait arriver en mawashi ou en coup de pied circulaire, high kick. Elle va arriver dans son visage virtuel. Devant, ici, il va pouvoir éventuellement mettre les deux mains. Voilà. Je ne sais pas quand il va vouloir. S'il est comme ça, il m'invite et c'est en permanence. Tout comme en sparring, quelqu'un qui ne bouge pas, on ne sait pas quoi faire. C'est pas clair. Il faut qu'il y ait de l'action-réaction en permanence. Là, bam, et j'envoie. Et j'envoie. Et toujours pareil, il réclame et il vient à ma rencontre, ce qui évite les frappes qui se répercutent sur l'arrière des articulations, les coudes, les poignets, etc. D'accord? Ce travail-là, on va l'introduire en sparring lorsqu'on va travailler un peu plus au contact, okay, ou la recherche. Tout à l'heure, Fabien ne met pas de protection. Fabien était là. C'était de la touche légère. Si je relâche, là, je viens chercher plus profondément dans la frappe. Encore une fois, c'est une question de règles du jeu et comment vous avez établi votre protocole de sparring avec votre partenaire ou comment votre protocole a été mis en place par votre prof. Soyez attentifs à ça. Quand on va commencer le sparring, on va utiliser des protections. En karaté, on utilise des mitaines de karaté qui ont évolué avec la pratique. Il y a quelques années en arrière, elles étaient très fines et étaient plutôt destinées à protéger les mains du combattant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le travail à point nu a aussi occasionné certaines blessures. Petit à petit, on a vu une évolution dans ces techniques de confection de protection, et on s'aperçoit que il y a un petit risque peut-être de déresponsabilisation de l'attaquant. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont de plus en plus épaisses, et au-delà du fait que ça modifie la distance, en fait, elles sont plus destinées à protéger le receveur du coup que l'attaquant. On pourrait se dire que ben voilà, moi je peux y aller en confiance, il n'y a pas de souci, il y a au moins 10 cm de mousse, je ne vais pas lui faire mal. Ce qui fait qu'on parlait du sparring tout à l'heure, on parlait des rôles. Je ne dois pas oublier le cadre et les règles qui ont été engagées entre moi et mon partenaire. Donc c'est pas parce que je dois avoir que j'ai une protection hyper épaisse que je dois d'un coup monter en intensité. On avait parlé tout à l'heure de touche, de contact, de frappe, peut-être même de recherche au KO dans certaines disciplines. Je ne vais pas, alors que mon partenaire il est sur de la touche, monter d'un coup à haute intensité de frappe sous prétexte que j'ai des protections qui me donnent cette sensation-là, que je ne vais pas lui faire mal, etc. Donc du coup, je dois quand même rester sur la même thématique. Souvenez-vous, tout à l'heure, il y avait la main ouverte et j'allais au contact ou j'allais à la frappe. Ben, là, c'est la même chose, sauf que moi, je dois m'adapter avec ce changement de distance, puisque là, j'ai à peu près 10 cm d'épaisseur de mousse, okay, sur mon partenaire. On a vu l'évolution du travail à la cible avec la touche ou une frappe un petit peu plus profonde. Fabrice vous a montré le travail aux pattes d'ours sur un travail encore plus engagé. Maintenant, je dois faire mon choix et j'ai décidé de rester par exemple sur de la touche. Je suis avec mon partenaire, je dois être en capacité de faire le même type d'attaque et effectivement de venir toucher. Okay, si j'attaque au corps par exemple, je vais faire le même type d'attaque. Je peux l'appuyer un petit peu plus pour avoir un retour de sensation, parce que au corps, bon, on part du principe que la personne est un petit peu plus solide et que le gant va amortir, mais avec une certaine limite. Et puis après, vous allez passer dans un sparring libre où vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà pour les mitaines, pour l'instant, de karaté. Voilà. Si on parle des mitaines de MMA, elles ont aussi cette fonction de protection de la main du combattant et une liberté plus grande au niveau des doigts pour pouvoir travailler aussi en clinch, en saisie et en amener au sol, ce qui n'est pas possible avec des gants de boxe. Les gants de boxe qui vont
également être des outils de protection. D'accord ? Il faut savoir qu'avec un gant de boxe, un coup qui passe va beaucoup plus sonner et secouer la tête qu'une frappe main nue, qui va avoir plus un effet percutant et qui aura tendance à faire des coupures où votre peau, enfin la peau du receveur du coup va éclater. D'accord ? Un gant de boxe diffuse la frappe, sonne et met plus facilement KO que quelque chose qui serait plus piqué et qui aurait un impact beaucoup plus réduit sur la surface. Donc, encore une fois, dites-vous qu'en fonction de l'outil que vous utilisez en sparring et de ce qui a été mis en place, les possibilités vont être différentes. Les règles, c'est pas parce que j'ai des gants qui sont avec doigts libres que je vais tout de suite forcément aller chercher et venir graber derrière. C'est, encore une fois, les règles qui sont mises en place par le partenaire et vous, le protocole dans lequel vous êtes mis en place par votre prof. Ok ? On va aborder aussi toutes les erreurs et les petits fourvoiements d'auto-arbitrage dans lesquels on tombe tous à un moment parce que forcément on est doté d'un truc qui s'appelle l'ego et que l'ego aime gagner, l'ego aime être le plus fort, aime être vainqueur et avoir la domination sur ce qui nous entoure. Les arts martiaux et les sports de combat, il y a toute une partie, il s'agit de tuer l'ego, de le mettre, pas le faire disparaître, mais le mettre sur un plan de retrait et de faire parler plus le cœur et l'intelligence pour pouvoir progresser et pas gagner. La finalité d'un art martial, n'oubliez pas, à la base, c'est la survie. C'est se sortir vivant d'une situation. Pas de gagner, ni de perdre. Donc, recentrez-vous aussi des fois sur cette pensée-là en disant, la plupart du temps, à part si on est dans un format compétition, c'est pas de gagner, c'est de survivre. Ok ? Première erreur d'auto-arbitrage, c'est que je suis dans ma bulle et que j'en ai rien à carrer de mon partenaire. Ce qui m'intéresse, c'est moi et ma frappe et mon enchaînement. Alors, l'erreur qui est commise, c'est de annuler ce que mon partenaire a fait. Il me fait un Maite Gyaku Pam Mawashi et je vais suivre derrière sans faire plus attention que ça. Je m'en fous, c'est moi. On va le faire un petit peu vitesse un peu plus rapide. Ok, donc là, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'il vient de mettre 3 pions. Il aurait déjà été arrêté et que moi, j'en tiens pas compte. Et je l'enchaîne tout de suite derrière, sans faire attention au fait que j'aurais été arrêté par un arbitre. Si on avait été en contact, il m'aurait déjà séché 3 fois. Voilà, donc j'ai pas joué mon rôle de partenaire. J'étais dans mon petit nombril. Là, si on refait la scène telle qu'elle aurait dû se passer, il rentre. Ok, on check. Tu m'as eu, très bien. Et on repart sur une nouvelle séquence, on recasse. Ça ne doit pas durer des heures. Hein. Je valide sa technique, verbalement ou physiquement. Et là, on repart. C'est peut-être moi qui vais... Voilà, ouais, là. Et vous voyez, on s'auto-arbitre et on se donne des informations mutuelles sur la validité de notre enchaînement. Alors, une autre erreur qu'on peut faire en auto-arbitrage, enfin, si on peut appeler ça de l'auto-arbitrage ou de l'auto-jugement, peut-être, c'est d'être persuadé qu'on a réussi. Et du coup, ça se retrouve aussi en compétition où on est encadré par l'arbitrage qui compte les points, et où on va déterminer nous-mêmes, on va décider nous-mêmes qu'on a réussi et qu'on a marqué le point. Seulement, ce n'est pas forcément le cas, et que ce soit en karaté ou dans d'autres disciplines, c'est l'arbitre qui va déterminer l'arrêt du combat et la validation d'un point ou d'autres. Donc du coup, le problème qui peut souvent arriver, c'est qu'on va voir quelqu'un qui va déclencher son attaque, qui va toucher, qui va être content de lui, puis qui va partir et qui va en plus peut-être même avoir une attitude dangereuse pour lui, parce que je suis tellement content d'avoir réussi que je tourne la tête, je ne regarde plus mon partenaire ou mon adversaire, je rentre gentiment puisque je suis persuadé d'avoir marqué, en attendant que l'arbitre réagisse, dise yamé et puis me valide mon point. Le danger, c'est que non seulement en termes de combat, de victoire,
recherché. Si j'attaque, que je repars et puis qu'il contre, là c'est lui qui a le point, et puis moi après je ne vais pas comprendre, et ça va augmenter, on va dire, vexation, colère, ego, etc. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une incompréhension, mais dont on est l'origine. Par ailleurs, c'est aussi risque de blessure. C'est-à-dire que là, malencontreusement, je déclenche, je suis content, je tourne la tête, il y a une jambe qui arrive, et là, je suis en train de rentrer chez moi pour me remettre en garde, et là, je prends un coup de pied dans la face qui n'était pas du tout prévu. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que j'avais marqué le point. Donc faites attention à ça. N'oubliez pas de rester concentré face à votre partenaire, et notamment en sparring, puisqu'il n'y a pas plus d'enjeu que ça. En fait, la question du sparring, c'est qu'on est là pour s'entraîner, progresser ensemble, faire progresser l'autre, se faire plaisir bien entendu, mais on ne va pas nous décerner une médaille à la fin de l'entraînement puisqu'on n'est que deux. Donc c'est ça le but du jeu, c'est de se dire tiens là moi je sais que j'ai un point faible, c'est que je m'auto-arbitre. Déjà ça c'est une source de progrès. Donc du coup mon partenaire va me mettre en difficulté pour que dès que j'ai travaillé, je dois rester vigilant à une potentielle attaque plutôt que de rester sur des schémas moteurs ou des réflexes un peu formatés. J'ai marqué et je me tourne, j'ai une attitude de corps qui me met en danger, qui en plus ne va pas forcément valider mon point, etc. Voilà. Donc du coup, c'est comment là, le partenaire prend tout son rôle en étant l'opposant, en me donnant une opposition, que ce soit corporelle ou avec des coups, et surtout par rapport à ma préparation personnelle et mentale. Voilà. Le sparring, c'est l'occasion de voir d'où vient la sanction. C'est-à-dire que la sanction, sans terme péjoratif, c'est-à-dire qu'il valide, invalide quelque chose. Là, une compétition, ça peut être un arbitre qui met un point, ça peut être un adversaire qui tombe KO, et ça peut être aussi un sparring qui dit non, non, tant qu'on n'a pas été touché, on lâche pas, pour éviter cet écueil d'auto-arbitrage. On va parler d'une autre erreur assez agaçante pour le coup, c'est le changement unilatéral de niveau d'intensité. D'accord? Là, moi, je suis en contact léger, je viens chercher, on s'amuse, et mon partenaire, d'un coup d'un seul, lui, il n'est plus dans cette intensité-là, mais il est au contact. Donc, je vais rentrer mon enchaînement visage-corps, il est tout cool, hop, moi je rentre, et lui, d'un coup, il me rentre l'enchaînement, mais avec une intensité supplémentaire. Et en général, on a un côté sidéré, parce que on n'est pas en train de jouer au même jeu, ou alors ça va créer une réaction épidermique, où il dit, il m'en met, je vais lui en mettre aussi. Et on part dans un schéma d'escalade. Alors que la consigne de base, c'était contact léger. Et chacun est dans son monde. Donc, soit je fais appel à mon calme, mon intelligence et ma capacité à entrer en communication avec l'autre en disant non, on avait dit léger, redescend. Et on est dans de la communication, on va échanger et on va comme ça se réajuster. Ok? Donc éviter l'écueil de on refait, 1, 2, je reviens et il rentre. Parce que ce qui va arriver après, c'est ok, non, tu m'as pas séché. En réalité, il m'a pas séché, il m'a appuyé fort. Et moi, je vais frapper encore plus fort derrière. Et lui, si je le sèche pas, il va peut-être me ressécher, on finit en pugilat. Et souvent, lorsqu'on donne un cours, moi j'arrive à le sentir en disant, il y a des endroits où la tension, elle monte entre deux. Et après, c'est moi qui interviens en tant que prof en disant non, stop, on remet les règles en place, on fait une reprise collective quand vous êtes prof. Soyez vigilants à ne pas laisser monter la pression comme ça dans vos cours, parce que c'est source de conflits, de dégénération et de dégradation des relations qui peuvent exister entre vos élèves ou vous et votre sparring. Voilà. Donc n'oubliez pas, le sparring c'est pour progresser, la compétition c'est pour se comparer, pour se tester. Si vous voulez progresser, sparez en respectant les règles que vous avez mises en place avec votre partenaire et vous allez voir que les progrès vont venir d'eux-mêmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à ouvrir sur des questions. Vos questions nourrissent nos réflexions et nous permettent aussi de réinjecter du contenu dans notre chaîne. On est là pour ça, on est là pour échanger. Quelque part, c'est un sparring vidéo qu'on est en train de faire. Exactement. Merci à tous. Merci à vous.